Chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui traite l'actualité socio-politique. Je reçois sur ce plateau pour vous le camarade Elhadj Mamadou Salou Diallo. Il est le secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale du syndicat libre de Guinée, ONSLG. Avec lui, on s'intéresse bien sûr au mouvement syndicat guinéen, mais aussi à la situation socio-politique. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Camarade, salut. Salut camarade. Bonne arrivée. Merci monsieur Gilbert Saïd Kamano et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors, on s'intéresse, comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons commencer par le mouvement syndical guinéen. Beaucoup entendent parler du mouvement syndical, ils ne savent pas de quoi il s'agit. C'est quoi le syndicalisme? Le syndicalisme, d'abord le syndicat lui-même est une organisation. C'est une organisation de citoyens, mais une organisation de travailleurs, soit en activité, soit à la retraite, qui est une organisation donc indépendante, libre, démocratique et indépendante de toutes les confessions religieuses, indépendante du gouvernement, indépendante du patronat. Son indépendance est d'une importance capitale, parce que sinon, dès que le syndicat cesse d'être indépendant, il cesse d'être un syndicat qui revendique, il cesse d'être un syndicat qui défend la classe ouvrière. Il devient ce que l'on appelle un syndicat jaune, terminologie qui a été inventée depuis l'Union soviétique, lorsque l'État était obligé de créer des syndicats pour que l'on dise que bon, voilà, les travailleurs sont représentés. Mais lorsque l'État crée une organisation syndicale ou soutient et protège une organisation syndicale, celle-ci prend la couleur jaune. On dit que c'est un syndicat jaune. Elle n'est plus autonome ni indépendante. Elle ne peut plus affirmer son indépendance. Elle n'a plus d'autonomie parce qu'elle est financée par l'État ou par le patronat, ou alors par tierces personnes. Ça peut être un individu qui veut manipuler, par exemple, l'esprit des travailleurs au sein d'une entreprise. Par conséquent, s'il est le bailleur de fonds, alors cette organisation-là ne peut plus être une organisation syndicale dans le vrai sens du mot. Le syndicalisme est donc ce mouvement, cette action, cette pensée en mouvement qui a comme objectif la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Très important. C'est ça le syndicalisme. Est-ce que le camarade de nos jours en Guinée, le syndicalisme se porte très bien en Guinée? Je ne vous cacherai pas, le syndicalisme se porte très mal. Il se porte très mal parce que... Les raisons? Les raisons sont justement, les raisons viennent de ce caractère d'indépendance. Il y a un certain moment où certains de nos camarades syndicalistes se sont mis dans le giron du pouvoir, dans le giron des patronats. On compatit avec les patronats sur le dos des travailleurs. Par conséquent, ils ont cessé d'être les représentants réels de ces travailleurs parce qu'au lieu de s'intéresser à la défense des intérêts matériels et moraux, ils se sont plutôt occupés de la défense de leurs propres intérêts en aidant le pouvoir à faire passer telle idée ou tel projet, etc., etc. Ce qui fait que de 2014 à maintenant, le syndicalisme guinéen bat de l'aile, contrairement à son passé glorieux, contrairement à son passé historique. Le syndicalisme aujourd'hui en Guinée laisse à désirer et peut-être qu'on aura l'occasion de lancer un appel aux organisations syndicales pour que les gens se ressaisissent, pour que qu'on tienne face aux problèmes que devrait défendre le syndicalisme, pour qu'on soit devant les travailleurs en tant que dignes représentants et non comme marionnettes de l'État. Alors, le camarade, à votre avis, pourquoi aujourd'hui ces centrales syndicales sont qualifiées de marionnettes de l'État? Est-ce que c'est un manque de moyens financiers qui les pousse à être vraiment financés par l'État ou par le patronat? Bon, vous savez,
la politique a fini par empester le syndicalisme. Oui. Naturellement, il est très difficile de faire la différence entre le syndicalisme et la politique, parce que la ligne de démarcation entre les deux ne fait même pas 2 mm. Parce qu'à chaque fois qu'il y a problème social qui entraîne des problèmes Surtout de politiques, revendication. alors automatiquement, une politique se met en place, soit pour résoudre la question, soit pour éteindre la question qui a été posée. Mais le mercantilisme des uns et des autres, et la manière de chercher à se faire voir ou à créer des amitiés avec des ministres, avec des représentants de l'État, avec des représentants des patronats, a fini par affaiblir le mouvement syndical. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, jusqu'en 2013-2014, les 12 centrales syndicales qui existaient en Guinée constituaient une force inébranlable, constituaient une force de frappe très sérieuse vis-à-vis de n'importe quel régime qui se mettait en place. Parce que simplement, il y avait la cohésion, entre les différentes centrales. Absolument. Parce que, d'abord, la fonction de solidarité, dans le cadre du syndicalisme, dès qu'elle est galvaudée, alors la force syndicale commence à disparaître. C'est-à-dire, la solidarité, l'entente, elle est obligatoire, non seulement au sein d'une organisation syndicale, mais aussi entre les différentes organisations syndicales, parce que sinon, nous avons les mêmes travailleurs, nous avons les mêmes objectifs. Surtout. C'est peut-être les chapelles qui diffèrent, mais cela ne devrait pas opposer les centrales syndicales. Donc, je voulais dire que, à un moment donné, après 2010, je pense que certains qui sont arrivés en faveur des nouvelles autorités on connaissent la force de frappe du mouvement syndical et se sont décidés de tout mettre en œuvre pour mettre à lambeau toutes les relations intrasyndicales. Ce qui fait qu'on a commencé à créer des amitiés. Vous entendiez des ministres dire que nos amis de l'intercentre, nos amis syndicalistes, des terminologies pareilles qui permettaient de rapprocher les gens et après les utiliser contre la classe ouvrière. Ce qui a permis, naturellement, est-ce que c'est pas ce jeu d'intérêt qui est à l'origine, justement? Le jeu d'intérêt vient le jeu d'intérêt vient, c'est un corollaire. Pour que je fasse ce que vous voulez, vous vous dites que bon, écoute, je te glisse ça, ou je te donne ça, ou je te favorise. Ce n'est pas interdit de faire des faveurs à des centrales plus ou moins représentatives, ce n'est pas interdit, mais que ces gestes n'empiètent pas l'indépendance de la centrale elle-même. Dès que ça touche, dès que ça atteint, dès que ça empêche la centrale syndicale à s'affirmer ou à donner son point de vue ou à perdre son caractère d'interpellateur, alors, en ce moment, le mercantilisme constituera une gangrène pour cette centrale. Et c'est là où vous parlez de problèmes d'intérêt. Mais pire, c'est que le problème d'intérêt peut se résoudre. Parce qu'un État peut dire demain, écoutez, voilà, je vous donne ceci à toutes les centrales, ok. Mais cela ne veut pas dire que les centrales doivent faire ce que l'État veut. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Mais lorsque l'État arrive à piéger un mouvement syndical par certains de ses responsables en injectant de la politique politicienne au sein de ces organisations, alors là, tout est foutu. Et c'est ce qui nous est arrivé. Au jour d'aujourd'hui, le syndicat, nous sommes entrés, parce que maintenant tout le monde a compris. Oui. Tout le monde a compris que c'était pas à l'avantage des travailleurs, ce n'était pas à l'avantage non plus des organisations. Donc, il y a la nécessité de redescendre sur terre afin d'analyser ensemble les problèmes et trouver des solutions ensemble face à la gouvernance et face à la gouvernance de l'emploi, face aux employeurs. Parce que le tripartisme est bâti sur ça. Lorsque vous avez 3 éléments qui constituent des piliers,
Alors, si l'un des piliers est faible, vous voyez ce que ça donne comme résultat. L'édifice s'affaisse. Donc, on ne peut pas avoir un État fort, un patronat fort et des syndicats faibles. On ne peut pas avoir des syndicats forts, des patronats forts et un État faible. Dès que l'un de ces piliers s'affaiblit, l'édifice tombe. Il risque de s'écrouler. Et c'est ce que nos dirigeants n'ont pas su comprendre. Alors, le camarade, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la floraison des centrales syndicales en Guinée? Puisqu'on a l'impression que c'est une sorte de concurrence ou de rivalité. Bon, vous savez, d'abord, le pluralisme syndical est consacré par la Convention 87 sur la liberté syndicale, où, dans son article 2, il est fait libre cours à tout travailleur de s'affilier à l'organisation de son choix ou de créer une organisation à sa guise. Est-ce que vous comprenez? Il suffit que certains critères de base soient respectés, notamment le nombre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce critère de base est respecté par la plupart des centrales syndicales en Guinée? Au niveau des centrales syndicales, je peux vous dire que les 12 centrales anciennes, il n'y a que quelques-unes qui en souffrent. Mais la majorité est dans ces dispositions-là. Mais la multiplication des syndicats aussi peut provenir de quoi? Lorsqu'au niveau des organisations syndicales, il manque de démocratie. Lorsque les gens s'éternisent au poste, lorsque les gens ne rendent pas compte, alors c'est l'implosion qui arrive. C'est un mandat, non? Non, c'est un mandat. C'est un mandat. Vous avez, par exemple, bon, il n'y a pas de limitation de mandat comme en politique. Il y a certaines centrales, si je prends la CNTG, je prends par exemple l'USTG et quelques autres centrales, les mandats sont limités, mais d'autres non. Est-ce que vous voyez? Mais le problème, c'est quoi? C'est une élection qui conduit au poste de secrétaire général. Dans les conditions normales. Au niveau de la base? Non, au niveau des fédérations, au niveau des congressistes qui sont convoqués pour le congrès. Maintenant, si au niveau de ces fédérations qui viennent, si dans la mise en œuvre du congrès, on tord la main à la démocratie, il y a des frustrés. Et s'il y a des frustrés, ils risquent de se retrouver et de créer une organisation, d'où l'augmentation du nombre de syndicats. Ça, c'est une des origines. La seconde, il y a que l'État même peut favoriser un petit groupe de syndicalistes. Bon, créez votre centrale syndicale, nous on est derrière vous. Ou bien faites de sorte que votre centrale se casse, comme ça se passe actuellement. De toute façon, n'acceptez pas que les gens vous mettent de côté, nous on vous soutient. Dans le noir, on glisse de l'aide, et voilà, les gens persistent. Quand vous posez la question à l'État, l'État vous dira... J'ai l'impression que c'est la même chose avec la société civile guinéenne. Naturellement, tous les côtés. Vous savez, c'est une question... Vous savez, dans un État, la gouvernance est une référence. Lorsque la gouvernance a des problèmes, a des difficultés d'appréhension ou d'approche, ça agit sur l'ensemble des membres, sur l'ensemble des organisations sociales et politiques. Aujourd'hui même, vous avez vu la transhumance politique. Quitter tel parti politique pour tel autre parti politique. C'est la même transhumance syndicale. Pourquoi? Parce que la superstructure en place le permet. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il y a ce deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'il se rapporte au niveau de l'employeur dans une entreprise. Par exemple, au niveau d'une entreprise, si la direction trouve qu'elle préfère que ce soit tel, le représentant du syndicat dans son entreprise, donc une injonction du patronat dans les affaires syndicales, notamment, donc il y aura comme conséquence une démultiplication du syndicat au niveau de la base. Donc vous avez, la première origine, c'est la liberté syndicale. La deuxième origine, c'est le mercantilisme. La troisième chose, c'est l'injonction du patronat ou de l'État dans les affaires syndicales. C'est ce qui crée c'est ce qui crée la multiplicité de syndicats dans un État. Il y a des pays qui ont 140 syndicats. Il y a des pays qui ont 28 syndicats. À côté, la Guinée est le pays qui a le nombre de syndicats. Au nombre de combien chez nous, présentement? La Guinée, nous avons 12 centrales syndicales.
Donc c'est chez nous où, malgré que ceux que les pensent qu'il y a beaucoup de syndicats, c'est chez nous où le nombre est réduit. Ok. Alors, à présent, on va s'intéresser à la situation politique de notre pays. Dans son dernier discours, le chef de l'État, le discours du 4 septembre dernier, dans une déclaration rendue publique, a invité l'ensemble des acteurs autour de la table de négociation. Le syndicat, justement, faisait partie pour les consultations nationales. En tant que deuxième responsable d'une structure syndicale, quelle est votre analyse là-dessus? Bon, d'abord, vous savez, la Constitution, pour un État, ce n'est pas une chose avec laquelle il faut jouer. C'est la seule chose qui nous unit. Sinon, vous êtes de la région forestière. Bien sûr. Moi, je suis du Fouta. S'il n'y a pas la Constitution entre nous, chacun de nous est une république à part. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec la Constitution. Très important. Il ne s'agit pas seulement du nombre comme certains veulent le dire ou veulent l'affirmer. Il faudrait qu'il y ait des consensus. D'abord, la Constitution de 2010, elle ne souffre en rien. Elle ne souffre en rien si ce n'est que d'un chantage par la volonté de certains d'avoir une Constitution, peut-être qui les permettrait de faire ce qu'ils veulent. Mais une Constitution n'a jamais empêché le développement d'un État. Même un État colonisé se développe. À plus forte raison, un État indépendant. Donc, je disais que les intangibilités que comporte la Constitution de 2010, en réalité, ce sont ces intangibilités-là qui font mal à ceux qui veulent la changer. Pour s'éterniser au pouvoir, peut-être. Pour s'éterniser au pouvoir, laissons tomber... pour pérenniser leur intérêt. Merci. Égoïste, oui. Regardez, il y a un article dans la Constitution qui vous dit que les crimes économiques, c'est dans le préambule d'ailleurs, que les crimes économiques sont imprescriptibles. Ça veut dire que, quelle que soit la durée dans le temps, ceux qui ont commis des crimes économiques, des détournements et autres, seront poursuivis. Et ça, pour sauvegarder ce que moi j'ai volé et placé en France, aux États-Unis et par-ci par-là, il faudrait que ces dispositions disparaissent de la Constitution. Sinon, je ne suis pas garanti. C'est clair. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui pousse à la chose, c'est parce qu'ils veulent contourner cette disposition-là. Pour ne pas que demain, ils soient rattrapés. Parce que nous tous, nous pouvons ne pas porter plainte aujourd'hui. Les générations futures peuvent venir en constatant les dossiers, mais porter plainte. Parce qu'on dit que c'est imprescriptible, quelle que soit la durée. Il y a ce groupe. Il y a le groupe qui se dit, bon, mon sort est lié à tel individu. S'il tombe, je tombe. Donc, eux aussi, ils se battent pour qu'il y ait ceci. Maintenant, quand nous parlons dans ce que tout le monde dit, nouvelle constitution. Quelle nouvelle constitution? Oui, selon ceux-là qui soutiennent l'idée, il y a des amendements à faire ou d'autres choses à apporter. C'est ce que je vous dis. Je m'inscris en faux, d'abord pour avoir été membre du Conseil national de transition. J'ai été membre de la commission suivi et évaluation du processus électoral. Le CNT à l'époque. Le CNT à l'époque, j'ai été membre. Donc je sais comment la Constitution a été élaborée. Ceux qui aujourd'hui luttent contre elle étaient ceux-là qui étaient les plus acharnés. Oui, c'est le cas de l'actuel ministre des Transports quand même, qui était à l'époque ministre de la Communication. Il avait sa représentante au CNT. L'actuel ministre des Transports, il avait sa représentante de son parti au sein du CNT. Dame Iliassou était là-bas. Lui, il était au gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais au sein du CNT même, il y a des politiciens aujourd'hui qui étaient très chauds pour qu'il n'y ait que 2 mandats parce qu'ils n'étaient pas sûrs que leur candidat allait passer. Il fallait donc écourter et les balayer rapidement pour pouvoir par après s'installer. Limiter le mandat. Donc, ils se sont battus bec et ongle pour la limitation. Très important. Nous avons tiré les conséquences de tout le passé. Tout ce qui s'est passé, coup d'État par-ci, coup d'État par-là. Nous avons dit qu'il n'y a pas un Guinéen plus intelligent que tous les Guinéens. Il n'existe pas. Que quelqu'un qui fasse 2 mandats, et en aucun cas, il ne doit revenir comme président, ça met à l'abri les coups d'État, ça met à l'abri
de s'éterniser ou de tenter de mourir au pouvoir. Oui. Aujourd'hui, moi j'ai été personnellement, pas surpris. De la réaction de certains. Pas surpris, mais déçu du comportement de certains, parce que je savais que la nature du Guinéen que je suis était cette nature capable de changer à la nanoseconde. Alors, le camarade Elhadj Mamadou Saliou Diallo, secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale du syndicat libre de Guinée, nous allons marquer une courte pause. On revient pour continuer le débat avec vous. Merci. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Nous sommes bien sûr avec le camarade Elhadj Mamadou Saliou Diallo. Il est le secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale du syndicat libre de Guinée. Alors, camarade, on va continuer le débat concernant justement la situation politique du pays. Vous avez suivi le procès des leaders du Front national pour la défense de la Constitution. Oui. Quel regard portez-vous? Bon, d'abord, moi je ne vous cache pas, mon groupe syndical est membre fondateur du FNDC. Nous sommes membres et nous assumons. Pourquoi? Comme je venais de le dire tout à l'heure sur la Constitution. La Constitution n'a jamais empêché qu'un jeune soit nommé ministre. La Constitution n'a jamais empêché à la fonction publique de rajeunir la fonction publique et de féminiser la fonction publique. Bien sûr. Puisqu'on parle de jeunes et de femmes, des arguments pareils. Est-ce que vous comprenez? Et la Constitution n'a jamais empêché qu'on vote des fonds pour la promotion des jeunes et des femmes ou des corporations socio-professionnelles, les agriculteurs, les éleveurs. Est-ce que vous comprenez? Là, il ne faut pas qu'on confonde un arrêté d'application à une constitution, parce que dans la hiérarchie des normes, il y a une très grande distance. Vous avez la constitution, vous avez les lois organiques, vous avez le décret, vous avez les arrêtés. Les arrêtés viennent pour mettre en application les dispositions d'un décret, mais conformément à la constitution, ou conformément à la loi organique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, l'argument qu'on veut trouver pour changer cette constitution, après étude, nous ne l'avons pas trouvé. Nous avons dit que non, nous nous inscrivons contre le changement de la constitution. Si encore pire, on avait respecté les 6 mois, c'est-à-dire premier tour de l'élection présidentielle, et qu'on ne prenne pas tout ce temps. Vous parlez de 2010. 2010, et qu'on ne prenne pas tout ce temps avant d'aller au second tour, qu'on passe, ou quel que soit le temps, qu'on passe au second tour, et un trimestre après, on engage un référendum sur la Constitution, on aurait compris. Mais on ne peut pas, après un mandat, 2 mandats, au crépuscule du second mandat, faire avaler à quelqu'un digne de conscience et de cerveau qu'il faut changer cette Constitution. C'est pas sérieux. Donc, face à ça, moi, mon plus grand souhait est que, d'abord, les gens qu'on a arrêtés pour avoir exercé leurs droits constitutionnels, je m'inscris dans le sillage de la communauté internationale et dans toutes les forces réfléchies qui ont demandé la libération pure et simple de tous qui ont été interpellés dans ce cadre-là. Alors, nous allons vous proposer un reportage justement concernant ce procès. Il a été réalisé par nos amis de la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau justement après ce reportage. Au tribunal de première instance de Dixine, dès le petit matin, les services de sécurité ont pris d'assaut toutes les issues qui mènent à la salle d'audience pour le procès contre les principaux leaders du FNDC. Contraints à se replier, les journalistes, tout comme certains partisans du mouvement de contestation, ont dû se résoudre à suivre les échos du procès à distance. Pire, certains habitants du quartier ont été contraints à une fouille systématique avant d'accéder à leur domicile. On ne sait pas pourquoi un procès qui devait être ouvert à tout le monde est fermé. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les images. On a l'armée qui est là, qui refuse que les gens entrent. Même des personnes qui habitent à côté n'ont pas accès. Donc ils ont fermé. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur.
Mais on espère que justice sera faite de la manière la plus belle. Quelques rares véhicules circulaient sur la route de Donka à cause de la tenue du procès. Mohamed Tal de l'IFR déplore ce qu'il qualifie de recul de la démocratie en Guinée depuis le début des manifestations. Il y a des manifestations qui agitent l'ensemble du pays. Au tribunal de première instance de Dixine, dès le petit matin, les services de sécurité ont pris d'assaut toutes les issues qui mènent à la salle d'audience pour le procès contre les principaux leaders du FNDC. Contraints à se replier, les journalistes, tout comme certains partisans du mouvement de contestation, ont dû se résoudre à suivre les échos du procès à distance. Pire, certains habitants du quartier ont été contraints à une fouille systématique avant d'accéder à leur domicile. On ne sait pas pourquoi un procès qui devait être ouvert à tout le monde est fermé. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les images. On a l'armée qui est là, qui refuse que les gens entrent. Même des personnes qui habitent à côté n'ont pas accès. Donc ils ont fermé. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais on espère que justice sera faite de la manière la plus belle. Quelques rares véhicules circulaient sur la route de Donka à cause de la tenue du procès. Mohamed Tal de l'IFR déplore ce qu'il qualifie de recul de la démocratie en Guinée depuis le début des manifestations. Il y a des manifestations qui agitent l'ensemble du pays et malheureusement nous assistons à une répression féroce. Les forces de l'ordre utilisent des armes à feu. À l'heure où nous parlons, il y a plus d'une dizaine de jeunes, de personnes qui ont été tuées. On a assisté également à des violations de domicile. Je pense que c'est un recul pour la démocratie en Guinée. De l'autre côté du tribunal de première instance de Mafanko, le procès de Eli Kamano et compagnie n'a pas eu lieu. Interpellés lors de la première journée des manifestations, leur audience est renvoyée pour le vendredi prochain en raison de la faiblesse du dispositif sécuritaire, dit-on. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau avec bien sûr notre invité, le camarade Elhadj Mamadou Salou Diallo. Il est le secrétaire général adjoint de l'organisation nationale du syndicat libre de Guinée. Le camarade, on revient sur ce plateau. Vous avez suivi ce reportage, même si c'est bien avant les sentences, puisque vous avez, j'espère, suivi la sentence justement de ces leaders du FNDC. Votre réaction là-dessus? Bien, d'abord, je regrette que mon pays soit un pays qui cherche toujours la chose de son contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une loi qui dit que pour de tels délits que le procès est public et faire le procès à huis clos. Ça sonne mal. Quelle que soit la situation, même si on mettait les prévenus dans un box en fer, il n'y a pas de problème. On ne peut pas empêcher le public de suivre le procès. Parce que c'est un procès public. bien sûr. Deuxièmement, on interpelle quelqu'un, on l'arrête parce qu'il a dit qu'il ne veut pas et qu'il défend la Constitution. Et qu'il va sortir dans la rue pour dire qu'il non à un troisième mandat. Qui est même été autorisé par cette Constitution. Et qui est autorisé par cette Constitution. C'est vraiment aberrant. Aujourd'hui, vous allez partout dans le monde, il faut se dire la vérité, parce que c'est ça le problème. Nous sommes la risée. Les gens se demandent qu'est-ce qui nous arrive à l'extérieur. Et vous ne pouvez pas expliquer certaines choses parce que vous avez honte en tant que Guinéen de dire, bon voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous cherchez à esquiver les questions. Mais en réalité, le monde est très petit aujourd'hui. Aujourd'hui, la 4e révolution industrielle, elle est en marche. Donc, tout le monde connaît tout. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, le procès, c'est sans faire de commentaires sur la décision de justice, mais je pense que c'est la seule chose qui ne devrait pas avoir lieu. On aurait dû, selon la loi peut-être, les garder 72 heures, une garde à vue et les libérer. On aurait compris. Même ça, on allait dire c'est trop, mais on aurait compris. Mais aller jusqu'à les juger, les condamner, est-ce que vous voyez? C'est aller trop loin. Ces gens, on n'a pris personne avec... C'est une sorte d'entrave à la démocratie. À la démocratie et à la justice elle-même. On n'a pris personne avec des armes. Personne n'a pris un missile pour aller tirer sur un bâtiment public. Ces messieurs, ces leaders, non, c'est des leaders d'opinion. Ils n'ont fait qu'exprimer. Mais vous savez, tout est test chez nous. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, vous apprendrez qu'il y a des prisonniers politiques.
C'est un test. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est pour ça que je dis que on peut gouverner sans être méchant. On peut être strict sans être méchant. Mais nous avons affaire à des gens qui sont méchants. Merci pour ça. Alors, nous allons poursuivre ce débat. Nous allons vous proposer un autre reportage de Star 21 TV, axé justement sur ces manifestations, notamment l'avant-dernière, puisque aujourd'hui nous assistons déjà à une autre manifestation de la mouvance présidentielle. Lors de la manifestation du Front National pour la défense de la Constitution, plusieurs leaders ont été interpellés et un reportage justement a été réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. Nous vous proposons ce reportage et on revient juste après. Voici le visage de Conakry ce 15 octobre 2019. Dans plusieurs quartiers, en particulier ceux de la banlieue ce matin, la confrontation se poursuit entre forces de l'ordre et manifestants. Dans ces circonstances, il est presque impossible pour la population de vaquer à ses occupations. À l'origine de cette paralysie, l'entêtement du régime d'Alpha Condé et de ses partisans à vouloir modifier la Constitution. M. Alpha Condé doit comprendre que les Guinéens souffrent énormément. Et aujourd'hui, on ne peut pas jouer sur l'avenir des jeunes. Nous sommes des jeunes. Moi, j'ai fini aujourd'hui les études, ça fait longtemps de cela, ça fait 3 ans. Et nous sommes là depuis qu'Alpha Condé il est venu. On n'a rien vu. On a des fausses promesses. On n'a rien vu. On ne peut pas soutenir Alpha Condé pour un 3e mandat. Non et non. On soutient le FNDC. Le mouvement là est fait par M. Alpha Condé. Un seul mot du président professeur Alpha Condé peut arranger ça. Pourquoi pas renoncer à ce projet suicidaire? Je lance un appel à Alpha Condé et son gouvernement de démissionner. La majorité du peuple s'est exprimée. La veille, jour du départ de la manifestation, toute la ville était presque en ébullition. La circulation et le commerce paralysés, les habitants terrés chez eux, un état de déliquescence qui plonge le pays dans un nouveau vent d'incertitude. C'est du moins ce que laisse présager cette confrontation entre le Front National pour la défense de la Constitution et le camp présidentiel qui résiste encore à la volonté populaire. Alors la Guinée, rien ne va. Le président, par connaissance et en tant que citoyen guinéen, je voulais qu'il se retire de l'élection 2020. Il ne peut plus gérer la Guinée. Il est fatigué maintenant. Nous voulons un président qui peut gérer la Guinée. Regarde tous ces jeunes. Les enfants, ils n'étudient pas. 3 ans comme ça, l'école, ça a ouvert, il y a du pagaille. La Guinée souffre. Vu la situation d'hier et aujourd'hui, moi, ce que j'ai conseillé au président de la République, c'est de se retirer à son tentative là, parce qu'il a vu les 2 jours là, comment est la ville de Conakry, même à l'intérieur du pays. Amoulam. Pour affaiblir l'élan des contestations en Guinée, le gouvernement met désormais à exécution plusieurs approches. La stratégie de confinement des leaders politiques comme Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, mais aussi des arrestations musclées. Abdourahmane Sano, coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution, et plusieurs de ses collègues sont placés en détention. Il en est de même pour Badra Koné, secrétaire général de la jeunesse de l'UFR et premier vice-maire de Matam, ainsi que l'ancien artiste reggaeman Eli Kamano. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau avec bien sûr notre invité, le camarade Elhadj Mamadou Salou Diallo. Il est le secrétaire général de l'Organisation nationale du syndicat libre des villes. Camarade, vous venez de suivre justement ce reportage. Oui. Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, d'abord, c'est dommage qu'on en vienne là, parce que vous avez vu les images. Vous savez, aujourd'hui, le monde est bouillant. Ce n'est pas la Guinée seule. On ne peut pas se soustraire à ça. Vous avez vu le Liban, vous avez vu certains pays africains, vous avez vu en Amérique latine, mais qu'est-ce qu'on peut remarquer fondamentalement? L'ensemble de tous les pays qui ont vécu des révolutions socialistes d'antan sont dans des difficultés aujourd'hui. C'est ça l'analyse politique. Parce que le peuple a goûté à la liberté,
le peuple veut s'affirmer dans la liberté. C'est le même cas qu'on avait avec le cas des PA. Est-ce les PA ont été installés, les gens n'ont pas pu manifester, et le jour que ça a vraiment manifesté, on a vu les conséquences. Beaucoup de PA ont été vraiment détruits. Il fallait s'y attendre. Oui. Et ce qui est grave pour un État, c'est qu'il ne faut jamais aller jusqu'au moment où la population s'empare des armes. Parce que quand ça pète, quand on casse, quand les militaires tirent, des gens tirent à balles réelles, et à bout portant, oui. La première arme qui tombera dans les mains d'un civil, elle sera à retourner contre l'armée. On ne souhaite pas ça. Un. Deuxièmement, j'ai entendu un jeune dire tout à l'heure, honnêtement parlant, moi, je tirerai le chapeau et pour le reste de ma vie, pour le président Alpha Condé, si il tient un discours apaisé, en rassurant qu'il n'entre pas dans ce jeu de troisième mandat ou de changement de constitution, parce que c'est dans ça qu'on placera les pions pour parler de troisième mandat, et qu'il s'est battu pour un idéal, il faut qu'il quitte le pouvoir avec cet idéal. Et ensuite, il faut comprendre un fait aujourd'hui. Même si on s'imposait, on met tout de suite une constitution. Au bout du rouleau, l'impact, c'est quoi? C'est ça, les véhicules militaires dans la rue. Ça va rassurer un bailleur de fonds? Pas du tout. Ça va rassurer la communauté internationale? Pas du tout. Donc, mieux vaut accepter en aucun cas, un citoyen guinéen ne doit faire plus de 2 mandats. C'est aussi simple. Maintenant, le peuple de Guinée est un peuple qui sait pardonner. Il a toujours pardonné. Même quand les gens parlent d'ethnocentrisme et autres là, c'est des ficelles politiciennes. Ça n'existe pas. Moi, qu'est-ce qui m'empêcherait de donner une de mes filles, par exemple, à un forestier qui demanderait la main de cette fille? Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire? Et ça se fait. Et ça se fait. Oui. Donc, toutes les ethnies, il y a une interpénétration entre les ethnies. C'est un faux débat de passer d'ethnie ou de dire que c'est nous qui sommes au pouvoir. C'est un groupe d'individus qui est au pouvoir et qui défend ses propres intérêts. Et d'autres groupes aussi veulent récupérer le même intérêt. Quitte à savoir, est-ce qu'ils vont le redistribuer au peuple en termes d'infrastructure ou pas? Voilà la donne. Okay. Nous allons marquer une courte pause. On revient juste après cette pause pour justement continuer cette émission avec bien sûr notre invité. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Nous sommes bien sûr avec notre invité, le camarade El Hadj Mamadou Salou Diallo. Il est le secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale du syndicat libre de Guinée. Le camarade, on va maintenant s'intéresser à un autre sujet. Il s'agit bien sûr des élections législatives qui ont été reportées, s'inédiées, aucun jour n'a été fixé. L'annonce a été faite par l'Organisation internationale de la francophonie. En tant qu'acteur, disons en tant que syndicaliste, quel est votre regard sur cette actualité? Bien, d'abord, vous constaterez que l'ensemble des organisations syndicales, bien que c'est 2 centrales qui ont été invitées directement par l'État, et nous autres, heureusement, on avait décliné l'offre avant même qu'on parle d'invitation directe. On a décliné concernant les consultations. Concernant les consultations. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on parle, quand un président de la République dit « je voudrais ceci à la fin de ça », c'est une idée qu'il a eu à émettre. Ce n'est pas interdit, c'est normal. Mais le technicien, c'est à lui d'analyser maintenant, de mettre l'idée du chef de l'État sur une table, étaler l'idée, voir la faisabilité de l'idée. Mais c'est ce que les gens ne font pas parce que, en réalité, nous avons des problèmes en Guinée. Cette commission électorale, encore, il faudrait encore, elle aussi, elle est meilleure que si on ramenait encore les élections au niveau de l'administration du territoire. Ah bon?
les gens, c'est des militants qui sont là. Et au temps du CNT, nous avions déjà prédit cela. Nous avons dit que, bien que les élections soient du ressort, les élections nationales soient du ressort des partis politiques, est-ce qu'il ne serait pas bon que l'on ait une CENI technique? C'est-à-dire? On avait conçu une loi, malheureusement qui n'a même pas été discutée, une loi qui... À l'époque, les membres du CNT. À l'époque, dans ma commission, on avait préparé une loi, une esquisse de loi, qui devait avoir seulement 9 membres au niveau de la CENI. Un commissaire par gouvernorat, ça fait 8. Le président ici, ça fait 9. Est-ce que vous comprenez? Et avec son administration. Que les élections, que la CENI ne soit pas une organisation temporaire qui ne vient que lorsqu'il y a des élections, que ce soit un organe, que ce soit un organisme et décentralisé jusqu'à la base et capable de créer de la main-d'œuvre, de recruter des gens. Est-ce que vous comprenez? Je dis, le problème des partis politiques, le problème donc au niveau des partis politiques, on dit la société civile est là pour être neutre. Mais elle n'a jamais pu être neutre. Vous voulez dire par là que la société civile est partisane? Elle est partisane à 150%. D'abord, je commence. Depuis que la CENI, l'esprit de la CENI a été mis en place, quels sont les gens qui président la CENI? C'est des venants du CNOS. Oui, les représentants de la société civile, des partis politiques. Les représentants du CNOS, même pas représentants de la société civile. Sinon, la société civile est plurielle. Oui, il y a plusieurs plateformes mais comme toujours, les centrales syndicales. Mais c'est toujours le CNOX, parce que le CNOX est une organisation aujourd'hui entièrement militante, du sommet à la base. Est-ce que vous comprenez? Oui. Tout ça, ce sont les... Si on avait pris l'autre chemin, on n'allait pas être dans cette situation. Deuxièmement, au niveau des élections, puisque la CENI est une commission électorale manipulable à l'infini, donc vous entendez les gens dire allons au référendum, parce que la CENI va déclarer ce qu'elle veut déclarer. Et on a suivi la date après les consultations. Est-ce que vous voyez? Alpha Condé a rencontré le président de la CENI. Quelques jours après, une date a été fixée. Voilà. Maintenant, moi, mon problème, est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous l'avons dit dans une de nos déclarations, nous voulons un collège électoral international maintenant. Pour au moins, ne serait-ce que pour une fois, avoir des élections propres et repartir. Il y a des pays qui l'ont fait. Quand à l'intérieur de l'État, les gens ne peuvent plus gérer consciencieusement les choses, il ne faut pas avoir honte d'être avec son voisin. Est-ce que vous comprenez? Un. Deuxièmement, on a vu des élections où la communauté internationale a certifié les élections. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ça permet de remettre les points sur les i. Si la commission électorale veut tricher pour tel candidat, que la communauté dit non, 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 à ce niveau-là, voilà les résultats réels. Pourtant, c'est ce qui a été à l'origine de la création de la CENI, puisqu'à l'époque, c'était le ministère de l'administration du territoire qui est chargé d'organiser les élections. Ça, c'est l'esprit qui a sous-tendu la création de la CENI. Mais je vous ai dit que sa composition fait un problème. Son mode de recrutement fait un problème. Est-ce que vous comprenez? Vous allez dans le personnel administratif, les 90% du personnel administratif de la CENI sont dans un même parti politique. Comment voulez-vous que l'on ait quelque chose de bon ou de clair dans cette situation? Et nous, syndicalistes, notre rôle, justement, c'est de dénoncer, c'est d'interpeller. Il faut que l'on ait soit des Guinéens capables de nous aider à avoir une élection sans tricher, que l'on sache que tricher une voix est un crime contre l'humanité. Parce que quand vous trichez, vous empêchez quelqu'un qui est réellement élu d'accéder au pouvoir, mais tout ce qui se passera après, vous faites partie des responsabilités à partager. Oui. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec une CENI. Il y a des pays comme le Ghana, la CENI du Ghana. Mais vous pouvez vous promener, vous pouvez tout faire. Vous pouvez rencontrer le président ghanéen comme vous voulez, mais rencontrer le président de la CENI, vous allez vous lever très tôt pour ça. Parce que c'est un homme impartial. Parce que c'est clair. Et ensuite, quand il convoque les élections, vous avez le fichier, vous avez l'information par version électronique. Les partis politiques désireux de participer, déposer le dossier à tel lieu. C'est pas fini.
Mais non, ici, il faut aller d'abord, il faut être d'accord avec la mouvance, il faut être d'accord avec tel autre, il faut être d'accord avec tel ministre pour que l'on puisse dire, bon, voilà ce qu'on a pu faire. Mais un pays ne peut pas aller comme ça. Oui. On ne peut pas développer un pays sans aller vers la vérité. Moi, j'avais cru, quand le président Alpha Condé a été élu, il a dit, Oulénion. J'ai dit, que Dieu l'entende. Parce que ce pays, c'est le mensonge qui a gâté la Guinée. Vous voulez dire par là que le président est pris en otage par son entourage? Non, de toute façon, pris en otage ou pas, l'expérience prouve aujourd'hui qu'il n'a pas la maîtrise de ce qui se passe. Sinon, moi, je ne peux pas, en tant que président de la République, prendre une disposition ou faire un communiqué et qu'un de mes subalternes que j'ai nommé s'inscrive contre ça. Même s'il est du parti politique. Le président de la République n'est plus un militant du RPG. Il est le président de tous les Guinéens. Il est le président de tous les Guinéens. Par conséquent, au RPG de trouver son président, au RPG de discuter face à sa classe d'opposition, etc. Oui. Mais quand le président prend un communiqué et qu'un conseiller dise que non, qu'eux, ils refusent ça. Mais où on va avec ça? Ça, c'est plus grave que quelqu'un qui a dégainé une arme pour tirer. Parce que la personnalité du chef de l'État est une personnalité sacrée. Oui. Pendant son mandat. Parce qu'il est investi de la conscience et de la dignité de l'ensemble des citoyens du pays. Très important. Voilà. Alors, nous allons vous proposer un autre reportage réalisé par la rédaction politique concernant bien sûr le report des élections législatives. On revient juste après cet élément pour continuer le débat avec vous, chers téléspectateurs. Annoncé pour le 28 décembre 2019, les élections législatives ne pourront pas se tenir à cette date. C'est du moins ce qui ressort de ce point de presse conjoint de l'Organisation internationale de la francophonie et la Commission électorale nationale indépendante. Le chronogramme qui était annoncé, en tout cas qui avait été proposé par la Commission électorale nationale indépendante, était difficile à mettre en œuvre. Ainsi, nous avons procédé à un certain nombre de suggestions dont le gouvernement guinéen a pris acte. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que donc, la date qui avait été proposée par la CENI, à savoir celle du 28 pour la tenue d'élections législatives, est à reconsidérer. Par cette décision, la CENI conforte la position de l'opposition qui dénonçait un chronogramme irréaliste. Ce rétropédalage condamne la CENI à faire une nouvelle introspection sur sa capacité à organiser des élections crédibles et consensuelles. La lucidité semble gagner l'institution électorale. Les délais techniques que nous avons calculés ne rentraient pas dans le cadre que nous étions déjà défini et qui aboutissait au 28 comme jour d'élection. Maintenant, nous sommes présents à côté de l'OIF pour son point de presse aujourd'hui, mais la CENI aussi est en train de préparer un point de presse pour annoncer un certain nombre de choses, de dispositions que nous avons prises et éventuellement donner des indications sur le délai ou la date à laquelle nous allons annoncer la date des élections. Complexe ou prudence, en tout cas, la CENI a donné une autre impression à la presse ce lundi 21 octobre 2019. Celle d'avoir voulu se servir de l'OIF pour avouer son échec à organiser les élections du 28 décembre 2019. On revient sur ce plateau avec bien sûr notre invité, le camarade Elhadj Mamadou Salou Diallo, secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale du syndicat libre de Guinée. Le camarade, vous venez de suivre ce reportage concernant le report des élections législatives initialement annoncé pour le 28 décembre. Et l'annonce a été faite par l'OIF. Oui. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, il fallait s'y attendre pour toute conscience raisonnable. Ça a été démontré par A plus B que ce n'était pas jouable. Monsieur le Président de la CENI et quelques-uns de ses acolytes ont persisté. Si aujourd'hui c'était quand même des républicains, si c'était des gens qui avaient si c'est des gens qui avaient le souci de la République, ils auraient fait leur valise et quitté. Parce que
il faut chercher où grandir, mais il faut chercher aussi où vieillir. C'est très important dans la vie d'un homme. Oui. Ce n'est pas la masse d'argent que tu accumules qui fera de toi un grand, mais ce que Touré le disait, c'est par ton taux d'utilité sociale. L'homme ne vaut que par son taux d'utilité sociale. Si toute la Guinée sait que je suis menteur, il est préférable pour moi de quitter la Guinée, pour aller au moins là où on peut me croire un peu. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il y a des positions qu'il ne faut pas avoir. Si au moment où on lui a dit que ce n'était pas possible, il aurait dit, bon, donnez-moi vos arguments. Analysez les arguments. Il aurait pris le dossier avec les commissaires, aller voir le président de la République alors. Bon, voilà, on s'était inscrit dans ça. Mais vraiment, techniquement, nous avons vu que ce n'est pas possible. Nous allons vous envoyer un autre chronogramme en fonction de la loi. Mais le seul problème, c'est quoi? C'est la banalisation de la loi qui fait qu'on est dans un perpétuel problème. N'importe qui est prêt à banaliser la loi quand c'est en sa faveur. Oui. Personne ne se dit que non, je n'ai pas le droit de faire ça. Du commissariat de police au fauteuil ministériel le plus élevé. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a pris un poignard, il est en train de poignarder la République de Guinée. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Alors, nous, les travailleurs, nous avons aujourd'hui des problèmes. Parce que si ça continue, nous risquons de demander à tous les travailleurs sur le territoire de la République de Guinée d'arrêter le travail jusqu'à ce que la superstructure nous dise vers quelle direction on va. Alors, rapidement, avant de fermer porte et fenêtre de cette émission, l'actualité reste dominée par cette manifestation de la mouvance présidentielle qui reçoit aujourd'hui ou qui réserve un accueil chaleureux au chef de l'État. Quel est votre regard sur cette actualité? Oui, moi je dis que c'est une bonne chose pour... C'est une bonne chose pour, comment dirais-je, les militants du RPG, parce que on n'a pas présenté la carte comme si c'était le chef de l'État qui venait. Quand c'est le chef de l'État, vous êtes concerné, je suis concerné, etc. Nous tous, on va recevoir le chef de l'État. Mais s'il faut utiliser l'image du chef de l'État pour vendre une autre idée, alors la politique s'installe. Et par conséquent, la chose sera laissée aux militants du RPG. Ce que je déplore là-dedans, c'est l'immensité des montants financés pour quelque chose qui n'en valait pas. Le président de la République, lui-même, quand il dort, quand il se réveille, il sait que c'est trop. Mais peut-être que la situation ne lui permet pas de dire ceci ou cela, mais consciencieusement, il sait que on est en train de faire du mal. Une dernière question, votre message, bien avant qu'on se quitte au compte de ce numéro spécial, le message que vous avez lancé à l'endroit du peuple de Guinée. Bon, d'abord au niveau des centrales syndicales, encore une fois, je demande à tous les secrétaires généraux des centrales syndicales évoluant en République de Guinée de se ressaisir, de se retrouver et d'analyser les situations ensemble. Au niveau du peuple de Guinée, de par la Constitution, il ne faut jamais accepter l'oppression d'un individu ou d'un groupe d'individus. Que ce soit aujourd'hui la mouvance, que ce soit demain l'opposition, le peuple de Guinée doit refuser toute forme d'oppression. C'est la Constitution qui le consacre. Quand le peuple dit qu'il ne veut pas, il faut que ça reste qu'il ne veut pas. Quand on le fait dire et qu'il accepte de le dire, c'est ce qui est très grave. Donc le peuple doit se ressaisir. Il ne doit acclamer que c'est ce dont il a conscience. Pour ne pas que demain, encore les gens disent « Ah, nous on a voté pour lui, mais on ne pensait pas que c'était comme ça. » Tout ça, c'est faire le médecin après la mort. Bien sûr. Est-ce que vous voyez? Maintenant, aux gouvernants surtout, moi c'est ça mon problème. Je demanderai à l'ensemble de l'appareil gouvernemental, du Premier ministre au dernier, et par ricochet le chef de l'État lui-même, de mettre en avant la Guinée, de mettre en avant l'avenir de la Guinée. Ceux qui avaient 10 ans quand le professeur Alpha Condé venait au pouvoir ont 20 ans aujourd'hui. Je dis oui. Ce n'est plus des enfants. À plus forte raison, ceux qui avaient 20 ans en ce moment. Personne ne peut plus tromper l'autre. Que la gouvernance se ressaisisse et pour le reste du mandat du président de la République,
qu'on puisse le mener en beauté et organiser une fête pour la sortie en symbiose avec tout le monde et que le nouveau élu prenne fonction dans l'apothéose aussi. C'est la seule chose qui puisse éterniser la Guinée ou nous mener là où nous voulons partir. Camarades, merci d'avoir répondu à notre invitation. Camarades, salut. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission avec comme invité le camarade Elhadj Mamadou Salou Diallo, secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale du syndicat libre de Guinée. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt. Thank you.